Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Ce matin, dans le Da Fresh Morning, on reçoit la très controversée Magali. Tu n'étais pas prête, hein? Tu me connais, non? Franchement, j'étais pas prête. Aujourd'hui qu'on se connaît. La très controversée Magali Ora Palmira, un cas social de la République gabonaise, connu partout avec sa longue bouche. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir, Magali Ora. Bonne année. Merci. Meilleur vœu. Vous m'avez bien accueilli avec mon hymne. Ponga brille comme ça, c'est mon hymne partout. Magali Ora, en 15 minutes, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, je pense que tu vas me toi seul, tu as une bibliothèque. Tu n'es pas encore vieille, mais tu es déjà une bibliothèque. Alors là, Magali Ora, depuis quelque temps, tu es directrice générale des arts et des industries culturelles. On ne va pas revenir sur ta vie culturelle, parce que il y a beaucoup de choses que tu as fait dans ce monde. On ne va pas dire seulement au Gabon, dans le monde culturel, dans le monde des arts, dans le monde de la musique. Tu as un grand CV reconnu à l'international. Moi, on m'a reconnu dans un aéroport à cause de toi. C'est vrai? Un artiste. C'est vrai? Stanley No. Il m'a dit, bonjour, toi tu es Gabonais, non? J'ai dit, ouais. Tu connais Magali Ora? J'ai dit, oui. Elle a traversé les frontières. C'est vrai. Non, sérieusement, c'était à l'aéroport de Roissy. Stanley No. Tu sais que nous, on est stars ici, là. Quand on est là-bas, on nous met nous tous dans le même rang. Oula! Passeport africain. Ici. Passeport européen là-bas. C'est vrai. Mais sinon, dans ta carrière, les plus grands moments, s'il fallait revenir sur les plus grands moments avant de rentrer dans tes nouvelles fonctions. Franchement, j'en ai tellement. Les deux plus grands moments. Les deux plus grands moments que je peux dire. Je peux dire quand même, c'est bien de parler de Stanley parce que pour moi, le plus grand moment, c'est le fait d'être la première Gabonaise, si je peux dire, à assister à des MTV Africa Music Awards et à permettre que des francophones soient nominés. Et justement, à la reprise des MTV Africa Music Awards en 2014, j'avais quand même pu réussir à faire nominer Stanley. Et ensuite, il a eu ce prix-là. Donc pour moi, c'était quelque chose d'énorme parce qu'on ne savait pas s'il allait le gagner. Et puis, juste quelques minutes avant le moment où on devait donner la catégorie, j'ai mon boss qui m'appelle, Where are you? Where is Stanley? Et je dis, mais Stanley, il est là-bas. Il m'a dit, tu t'assois à côté de Stanley, tu lui dis de ne pas bouger. Et puis je dis, mais pourquoi? Il me dit, allez, dis-lui de ne pas bouger. Et puis après, on dit Best Breakthrough. Et puis on entend Stanley No. C'était un grand moment pour lui, mais aussi même pour moi qui l'avait fait nominer, en fait. Et je pense que c'est quand même l'un des plus grands moments pour moi. Et je dirais, l'autre plus grand moment pour moi, c'est la sortie de mon guide. Parce qu'on a une émotion, c'est notre premier enfant. Et puis le livre, c'est important parce que quelqu'un m'a dit, en fait, tu es devenu immortel, dans le sens où, quand le Seigneur me prendra, j'aurais quand même laissé quelque chose à la... Qu'est-ce qui caractérise le monde des industries culturelles? J'ai l'impression que c'est pas palpable, c'est plutôt abstrait. Moi, je suis rentré dedans, j'étais trouvé. Je créais Traumatique, et puis tu m'as dit, appelle un gars, il s'appelle Flo Ngon. Oui, je me rappelle. Ah, mais c'est vrai. En fait, waouh. Mais tu vois, j'ai même fait des choses dans Urban FM. Oui, bien sûr. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Dans les métiers, dans les industries culturelles, il n'y a pas quelque chose de palpable, en fait. J'ai l'impression que tout est abstrait, tout est basé sur les relations avec les gens. Tu connais tel, tu connais en fait, tel. Dans les industries tu culturelles... valorises tel, tu positionnes tel. Non, ça c'est la réalité du lobbying. Ça, c'est dans tous les secteurs. Maintenant, dans les industries culturelles, la réalité, c'est qu'on part de l'abstrait, on part de la création, de quelque chose qui est dans la pensée de quelqu'un. Et on le matérialise de différentes manières. Par exemple, là, on est à la radio. C'est aussi une sorte d'industrie culturelle et créative parce qu'il y a de la musique, il y a du contenu que vous créez finalement. Mais moi, ce que j'aime dire quand on parle des industries culturelles et créatives, c'est que c'est des biens d'émotion. C'est pas des biens avant tout palpables, mais c'est des biens d'émotion. Même quand on arrive à une peinture, c'est quand même d'abord l'émotion de quelqu'un qui est ensuite traduit matériellement. Donc pour moi, ça reste ça en fait, la réalité principale des industries culturelles et créatives, c'est qu'on part de l'émotion de quelqu'un pour la rendre matérielle et ensuite la vendre au public. Mais toi, tu es arrivé dans ce monde-là comment?
Ben moi, je suis arrivée, comme j'ai l'habitude de le dire, je travaille dans une autre radio Émergence. Et, non, ça, c'est sur le plan national. À Pour le- l'international, Alors, comment tu as capté, l'international- comment tu as pu t'imposer? Mais à l'international, c'est mais vraiment juste blague à part. Blague à part, c'est Amusement en poche. amusement en poche. C'était ça toute la phrase. Blague à part, amusement en poche. C'est en fait, on m'avait appelé. C'est un ami qui m'avait appelé, Terence. Terence C'est bécalé. Nzebe Kale. Et il m'a appelé, il m'a dit en fait à Sony, il recherche quelqu'un qui est en contact avec Mauvaise Haleine. Et puis j'ai dit mais pourquoi? Et en fait c'était le rebranding de Zen en Airtel. Oui, je me rappelle. Et donc il voulait un artiste dans chaque pays Airtel. Et au Gabon ils avaient choisi Mauvaise Haleine. Et j'étais celle qui connaissait Mauvaise Haleine, enfin qui savait comment mettre la main sur Mauvaise Haleine. Et donc là c'est le relationnel qui est encore coté. C'est le relation. En fait c'est toujours le relationnel. Mais à un moment Et dans ouais, l'histoire mais du c'est pays, on important. t'a accusé que tu ne voulais pas faire percer les artistes gabonais, tu te rappelles? Oui. Oui, On mais, se mais, rappelle. mais c'est Ne toujours, dis pas non. toujours ce qu'on dit. Hein. Mais en fait, si les gens savaient tout ce que je fais en Non, back c'est pas office... ce que nous on ne veut pas savoir. Ce que tu fais en back office. On veut que tu fasses percer En les fait, artistes beaucoup voulaient gabonais. passer à l'extérieur, Non. à MTV. Mais il y a en des passant règles. par toi, Il On y a a des dit que c'est règles. toi qui bloquais Trace. Non, mais déjà, j'ai jamais travaillé à Trace. D'accord. C'est ça aussi la Ouais, vérité. c'est ce qu'ils ont dit. C'est Je que n'ai j'ai pas dit jamais, que tu as travaillé j'ai là-bas. jamais travaillé à Trace, donc comment je peux bloquer des gens à Trace alors que je travaille chez le concurrent? Parce que MTV Base, Ouais, ça reste ouais. le concurrent de Trace. Et donc, c'est de cette aventure-là, hein, c'est de Airtel à le rebranding de Zen à Airtel que Sony m'a contacté. Ensuite, je parlais anglais. C'est parce que c'était toute une opération qui s'est faite en anglais. Donc, du fait d'avoir travaillé sur ce projet de Airtel 18, ça a fait que le gars m'a gardé au niveau de Rockstar 4000 et Sony Music. Et de là, un ami m'a appelé, il m'a dit « Ouais, mais tu sais, on cherche quelqu'un en fait à MTV Base pour les vidéos francophones. » Et je dis « Why not ?» Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. On m'a fait une sorte de petit entretien. Et les MTV Africa Music Awards de 2014, c'était un test. Parce qu'on m'a dit, fais une liste d'artistes francophones que tu penses qu'ils sont les 10 qui sont les plus percutants. Et puis, en fait, on va voir. Et dans la liste que j'ai faite, il y avait environ 8 qui étaient leur choix aussi. En fait, et qui concordaient avec d'autres personnes. Et puis, ils se sont dit, non, elle connaît vraiment. Et c'est de là, en fait, que j'ai vraiment été cooptée à MTV. Mais tu as comment une- tu fais la liste de ces artistes? Est-ce que c'est par rapport à leur hit, c'est par rapport au contenu même? Ou bien c'est par rapport au relationnel que tu as avec eux? Non, c'est-à-dire, on peut pas. Moi, je connais tellement de gens. Si je fais sur le relationnel, je vais être très émotive. Je vais être subjective. Pour moi, c'est par rapport au contenu, à la pertinence. Et aussi, finalement, quel est le poids et l'impact qu'ils ont dans leur propre pays. C'est vrai qu'on se plaint que je ne mets pas beaucoup en avant des Gabonais, mais il faut que moi, je mette quelqu'un qui a une pertinence pour ce projet-là. Lorsque, par exemple, je mets Rod Zeng sur le cypher hip-hop, c'est parce qu'à ce moment, j'ai besoin d'un rappeur qui kick, en fait, parce que je sais que les autres vont kicker. Ah, Et donc, d'accord. j'ai besoin d'un kicker, tu vois. Et donc, à ce moment-là, à cette année-là, le kicker, c'était Rod Zeng, tu vois, et qui avait quand même sorti quelque chose durant l'année. Donc, c'est pas simplement à l'émotion. Des Ouais. fois, je suis obligée de prendre... les autres années, par exemple, j'ai pris Suspect 95. Ouais. Les autres années, j'ai pris Didi B. Parce que beaucoup de gens m'ont... Tu sais, il y a toujours cette bagarre de Suspect 95 et de Didi B. Mais à une année, c'était Suspect qu'il fallait. Et à Ouais, une année, c'était c'est Didi. Didi Et B. puis, on écoute aussi la prod. D'accord. Parce qu'avant, on écoute le beat. Et quand tu écoutes le beat, tu te dis, le meilleur kicker sur cette prod-là, ce sera X. Ce ne sera pas Y, en fait. Donc, il y a aussi Ouais, mais tout ça qui Magali, rentre... tu as fait beaucoup de pays. Je pense qu'en Côte d'Ivoire ou encore au Ghana, ils ont une structure dans l'industrie. Pourquoi au Gabon, on n'a pas une industrie musicale assez structurée? Moi, je pense que il y a plusieurs éléments, hein, parce qu'on va dire il y a ça, il y a que ça. Non, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Il y a le fait qu'en réalité, on ne réalise pas qu'on est une industrie. Et qu'on fait tout un peu dans le relationnel, dans le je connais X, je connais Y, et qu'on ne se forme pas, je le répète tout le Oui, temps. on ne se forme pas. On ne se forme pas. Et donc, vu qu'on ne se forme pas, on n'a pas les outils pour être compétitif. Et donc, on fait beaucoup de choses sur le tas, sur l'émotion, sur le relationnel, et on finit par faire des projets qui ne tiennent pas la route. Et lorsqu'on veut aller à l'international, on n'a pas de projets qui tiennent la route. Et l'autre réalité, c'est qu'on a des éléments qui sont tous existants, mais les maillons ne se tiennent pas. C'est-à-dire qu'il y a la chaîne, mais il y a juste les maillons. Mais la chaîne ne commence pas d'un début jusqu'à un autre. Elle se brise toujours à un moment. Elle se brise à un niveau. C'est-à-dire que si on reste sur la chaîne de la musique, tu as les studios,
tu as les artistes, tu as les radios, mais du studio à la radio, il y a parfois des éléments qui sautent. C'est-à-dire que du studio, le gars, il va les donner au public sans passer par la radio, sans faire le vrai processus de promotion. Ou bien il va venir du studio, il va directement venir à la radio sans passer par la case « je dois le donner au public en distribution digitale ». Tu vois? Donc, en fait, il y a plusieurs maillons qui se cassent. Ou certains, par exemple, tu as un jeune, il a fait une chanson studio, il vient, il donne chez vous, il devient un hit, mais il n'est pas passé par les cases biographie, il n'est pas passé par la case de média training, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand normalement tu deviens un artiste, on doit te former à venir parler en radio, en télé, à apprendre ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire, avoir un pressbook. Mais on arrive avec des artistes qui n'ont pas de pressbook, qui ne savent pas comment on s'exprime en radio, en télé, qui ne savent pas qu'il y a un genre de mots qu'on ne dit pas, une posture Est-ce qu'on que doit ça, c'est avoir. la faute du manager, par exemple? C'est la faute de tout un le circuit. système, en fait. Par exemple, on a beaucoup de producteurs qui se disent qu'ils sont les patrons des artistes. Donc, pour eux, c'est dès que j'ai investi sur le projet de l'artiste, il m'appartient. Tu vois? Donc déjà, il y a cette mauvaise conception que, comme je suis producteur, l'artiste m'appartient. Mais en réalité, l'artiste et le producteur sont dans une relation de partenariat. C'est un investisseur qui a investi dans un projet qui doit récupérer son investissement. C'est ça la réalité. Ensuite, le manager, c'est celui qui coordonne toutes les activités autour de l'artiste. Mais il y a beaucoup qui sont managers et qui se pensent producteurs. Donc, qui sont producteurs et qui se pensent managers. Il y en a qui sont bookers et qui se pensent managers. Tu vois, c'est-à-dire qu'il trouve juste les dates, mais il va toujours te dire c'est mon artiste. C'est-à-dire que moi, je ne vous dis pas, par exemple, que tout fan ou Stanley Ono dont on parlait, c'est mon artiste. Parce que je ne fais que du placement pour eux. Tu te vois, mais tu as des gens, ils ne font que le placement, ils te disent oui, mon artiste tel, et tu dis que tu travailles avec lui comment? Est-ce que le mind des managers est différent en fonction des pays que tu as visités? Parce que je pense que tu as fait sortir le livre Guide d'initiation au management artistique en musique urbaine en Afrique. Est-ce que pour toi, ça peut aider beaucoup de managers en fonction de leur façon de réfléchir? Moi, j'ai tellement de témoignages par rapport à ce livre-là, que ça soit au Gabon ou ailleurs. J'ai des gens qui me disent je ne savais même pas que c'était ça mon métier. Ah, d'accord. Il y a même des artistes qui te disent que je ne savais même pas qu'en fait, c'était moi le maillon principal de la chaîne. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont choqués le jour où on leur dit mais l'artiste, c'est toi le patron. Parce que dans leur tête, le patron, c'est le producteur. Il se dit que c'est celui qui donne l'argent qui est le patron. Alors qu'en fait, dans le maillon de la chaîne, le patron, c'est l'artiste en fait. Et donc du coup, quand les gens ils lisent mon livre, je l'ai fait aussi de manière didactique et légère, mais j'ai beaucoup de témoignages, des gens qui m'écrivent, qui me disent je ne savais pas ça, je ne réalisais pas ça, qui te disent mon livre c'est une sorte de Bible. Pour eux, la Bible une sorte de petite Bible de ce secteur-là, parce que maintenant ils comprennent des choses. La Bible, c'est quelque chose que tu ne lâches pas, la Bible. La Bible. La Bible de la Bible. La Bible de la Bible, oui, la Bible de la Bible, je la lâche pas. Tu es une grande chrétienne. Oui, je suis une chrétienne, je suis une pratiquante, je pense avoir une relation avec Jésus, oui. Alors, au moment où tu avais les mains sur la tête, là, tu étais en relation avec Jésus dans la photo. La photo, on va retrouver la photo, je l'ai quelque part. Le fameux mème. C'était un grand moment. Oui, Qui a capté la photo? Mais en fait, justement, depuis ce coup-là, je leur ai dit, vous ne me filmez plus. C'était une chanson, je me rappelle très bien de la chanson, et la chanson, c'est de Travis Green, et elle dit que Dieu m'a attendu, et il y a la partie où il dit... en anglais, il dit qu'est-ce que je serais sans toi. Et c'est à ce moment où je mets la tête les mains sur la tête, parce qu'en réalité, moi, quand je regarde tout mon parcours, je me dis en fait, je ne suis que la résultante de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui s'est levé un matin, il m'a dit allez, je vais t'emmener là-bas, parce que je suis rentrée dans la musique par hasard. Je suis restée vraiment par la volonté de Dieu. Et puis aujourd'hui, je suis directeur général. Et je me dis toujours, ce n'est que Dieu, en fait. Magali Ouattara, tu as une forte personnalité et un petit corps. Si tu étais un élément de la nature, tu devais être quoi? L'eau, le feu, le souffle, tu devais être quoi? Je pense que je serais tous ces éléments-là. Tous les 5 éléments? Oui, parce qu'il y a des moments, maintenant je le suis devenue, mais il y a des moments où je suis extrêmement calme. Mais quand je suis calme, c'est le moment où je suis le plus dangereuse. Oui. Parce que quand je suis calme, c'est que je réfléchis à comment je vais fracasser la personne qui est en face de moi. D'accord. Quand je suis le feu, c'est l'émotion. C'est-à-dire que parfois, il y a quelque chose qui me heurte, qui me frappe, et là, je réagis au quart de tour. Là, c'est le feu. Je suis heurtée. Et puis, le souffle, c'est quand même ce moment-là où
je peux quand même être quelqu'un de très douce, très calme, très pondéré, qui peut donner de très bons conseils. Donc, je dirais que quand même, je suis tous ces éléments-là en fonction de la situation. Tu n'es pas rancunière du tout, j'ai remarqué. Du tout. Je suis très colérique. Enfin, j'étais très colérique, mais je suis pas du tout rancunière. Tu fais des clashs, après vous faites la paix? Après, les clashs, c'est vraiment mon côté feu. Hein. Mais avec le... Après, je veux aussi dire, hein, c'est-à-dire que j'ai mon frère, là, on a fait des clashs juste. Oui, on lisait les commentaires. On fait des... Non, par exemple, quelqu'un comme Dafré, je le connais depuis. Mais je dis toujours, c'est mon frère. Parce qu'on a tellement vécu des choses pénibles, lui et moi. On s'est tellement clashés. Mais aujourd'hui, je suis là, par exemple. Et pour moi, c'est ça, les vraies relations. Les vraies relations, c'est qu'on peut être en désaccord sur beaucoup de choses, mais reconnaître quand même que l'autre est une personnalité. L'autre aussi a fait son combat, a grandi. On se respecte pour ce qu'on est. Tu vois, et pour moi, je respecte les gens qui sont comme ça. On est honnête, on se clash, on se dit les vérités, puis après on se revoit. Mais les gens qui sont faux, j'aime pas. Voir maintenant les arts et l'industrie culturelle à l'intérieur de l'administration, c'est différent. Parce qu'à l'époque, tu étais un électron libre. À l'époque, j'étais un électron libre. Et je considère toujours que je suis un électron libre d'une certaine manière. Mais pour moi, directeur général, pour moi, c'est servir mon pays. D'accord. C'est ça que ça représente pour moi. C'est pas tellement que je vais donner des leçons non, c'est je vais servir mon pays parce que lorsque vous entendez votre nom au Conseil des ministres et que vous êtes nommé par décret présidentiel, je vous assure que cette journée-là, je pense que c'est l'une des journées que j'ai vécu un peu, pas dans un nuage, mais J'étais high. C'était spécial. C'était space. Voilà, j'étais space. Voilà. C'était déjà parce que j'ai eu... On n'envoie pas les messages quand on... j'ai eu une avalanche de messages, mais c'est aussi spécial parce que c'est un gouvernement de transition. Oui. C'est un gouvernement où notre pays va... C'est le genre de gouvernement que tu as voulu, toujours voulu connaître. C'est le le genre de gouvernement où j'ai toujours voulu être. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu une période d'un autre président et pour moi, cette période, il fallait qu'elle passe. Il fallait qu'on passe à autre chose. C'était un temps. Et cette période-là a eu ses failles, ça a montré ses limites. Voilà. Ce gouvernement, cette ancienne gouvernance avait montré ses limites. Au début, c'était pas mal, mais après, il y a eu des limites. Et pour moi, il fallait que ça passe. Et quand ce gouvernement de transition est arrivé, même si je n'avais pas eu de poste, j'aurais quand même toujours encouragé ce gouvernement-là. Voilà. Ouais. Parce que pour moi, c'est le moment où on peut refaire de nouvelles choses. Donc, vous imaginez quand vous entendez que le président vous a choisi pour être à ce poste stratégique, pour vous, c'est un challenge parce que vous connaissez l'administration publique. Vous savez qu'elle n'est pas carrée comme au privé. Et donc, vous vous dites que je m'en vais dans quoi, Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a des artistes ou encore des managers qui t'ont écrit pour te faire part de leurs attentes en fonction du poste? Tout le monde avait des attentes. Parce que, je vais vous dire, déjà, quelqu'un m'a dit que même à la présidence, j'ai été la nomination la plus médiatisée. Donc, quand on est autant médiatisé, c'est qu'il y a tellement d'attentes. Et donc, ça fait un poids sur vous. Ça fait qu'on attend beaucoup de vous. Et lorsque vous arrivez au ministère, vous voyez ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Vous vous dites, waouh, on a attendu tellement de choses, est-ce que je pourrais le faire? J'ai vu dans certains de tes posts qu'il y a des artistes, bon, pas des artistes, en fait, oui, des artistes qui sont venus écrire, oui, mais quand on parle de l'art et autres, vous oubliez toujours les slameurs. Bon, Magali, on veut la salle de spectacle. Est-ce qu'il y a des priorités? Magali, tu construis les salles de spectacle. Mais justement, en fait, est-ce qu'il y a des priorités par rapport à ton poste? Certains se disent que bon, tu es là, donc si on n'a pas de salle de spectacle, c'est que tu n'as pas joué ton rôle. Bon, d'une part, moi je comprends toutes ces... je ne les juge pas, je les reçois sur ma page et je les comprends. Parce que quand on a quelqu'un qui était quand même actif hors gouvernement, on se dit elle va pouvoir tout faire. Mais je ne vais pas pouvoir tout faire, malheureusement ou heureusement. Il faut comprendre quand même qu'il y a une feuille de route qui vient de la tête du président, qui transite par le Premier ministre, qui transite par le ministre et qui arrive jusque chez moi. Et donc chez moi, j'ai quand même les arts
et les industries culturelles. Je suis dans un rayon bien calé parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me parlent des masques, des musées, etc. Ça, c'est pas chez moi. Les masques, les musées, tout ça, c'est d'autres directions. C'est la direction du patrimoine, il y a aussi le musée. Donc moi, c'est les arts et les industries culturelles. Et les arts et les industries culturelles, on a 5 directions. La direction des arts, les arts du spectacle, qui est portée par le directeur Franck-Stéphane Ibo Dogba-Ponga. Il y a la direction du livre. Il y a la direction des arts plastiques et numériques. Il y a la direction de l'éducation artistique. Et puis, il y a la direction des industries culturelles. Donc, à peine arrivé, tu maîtrises déjà tout ça. Parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est sous ma direction. Et il faut savoir que quand j'ai été nommée, beaucoup de gens m'ont appelé pour venir en parler. Et comme je te l'ai dit hors antenne, quand je suis arrivée, je n'ai pas voulu faire ces émissions parce que je voulais d'abord comprendre d'où je partais. D'accord. Et il faut d'abord comprendre où on s'en va avant de venir dire oui, je suis directeur et tout. Et donc, moi, j'ai voulu finalement comprendre qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces directions, qu'est-ce qu'est censé faire toutes ces directions. Donc, après les avoir rencontrés chacun individuellement, j'ai finalement compris leur rôle, les failles, les faiblesses qu'on a en tant que ministère, et les forces qu'on a finalement. Et lorsqu'on connaît les forces et les faiblesses, on peut maintenant avancer. Sinon, pour moi, on avance en fait à l'aveuglette. On pilote à vue. Et puis, il faut aussi qu'on connaisse nos textes. Parce qu'en fait, on est une direction générale, on a des textes et ce sont nos textes qui nous régissent. Donc, pour moi, c'était important aussi de connaître les textes, de savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc, moi, à mon niveau, je ne peux pas faire des salles de spectacle. Si on revient un peu sur la question. Ce n'est pas à moi de faire la salle de spectacle. Par contre, c'est à moi de proposer des pistes de manière de faire la salle de spectacle au ministre. Le ministre qui va rencontrer, comme il l'a fait la semaine dernière, comme il l'a fait, je crois, cette semaine, qui va rencontrer des constructeurs, qui va mettre en place toutes les idées qu'on a données. Il va travailler sur ces éléments-là et le faire remonter au Premier ministre, le faire remonter au Président. Après toute ton expérience dans le domaine hors administration, et puis tout ce que tu as déjà vu en si peu de temps, tu penses qu'il y a l'espoir? Alors, je pense qu'il y a d'espoir, mais il faut qu'on soit beaucoup patient. D'accord. Parce qu'en réalité, quand on est dans un ministère, déjà, moi, je dis aux gens, le premier mois, quand j'ai commencé, je n'ai pas fait ce pourquoi j'ai été nommée. J'ai fait que de l'administration. C'est-à-dire que j'ai un peu fait de l'ENA en accéléré. J'ai appris à signer tous les jours, j'ai appris à viser, j'ai appris à faire des annotations tous les jours. J'ai appris à diriger des agents. Tu vois, c'est quelque chose que tu n'avais pas encore fait. Ce que je dirigeais des équipes, mais pas des agents publics. Je dirigeais des agents dans le privé, des agents de projet. Je dirigeais des équipes de projet, mais pas des agents dans le public. Vous savez, les agents dans le public, c'est autre chose. C'est que vous devez même comprendre pourquoi ils sont dans telle catégorie, ils n'ont pas évolué dans une autre catégorie. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout lié au fait que vous avez une salle de spectacle. C'est juste que des agents sont, par exemple, bloqués dans une catégorie A1, enfin B1, B2, A1, et que depuis des années, ils n'ont pas évolué. Mais ils viennent tous les jours au ministère, ils ont de l'expertise. Parfois aussi, c'est simplement comprendre qu'ils viennent de l'ENAM, ils ont une formation en art plastique, mais ils se retrouvent dans une direction qui est la direction du livre. Donc, il faut comprendre, mais pourquoi vous revenez de l'art plastique et vous vous retrouvez au livre ou bien, pourquoi vous avez fait une formation d'art dramatique et vous vous retrouvez, par exemple, à la direction des industries culturelles. Donc, il y a parfois ces incohérences administratives qu'il faut comprendre avant de changer. Et comme je viens de vous dire, en un mois, j'ai pas fait ce pourquoi j'ai été nommée. Mais en un mois, tu avais déjà fait un clash qui a fait le tour des réseaux sociaux à cause du concert, une publication que tu as faite à cause le concert des Je savais que tu ne voulais pas me gâter. Vraiment, toi, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes après, que ce soit à la radio ou encore à la télé. Et puis, on attendait un mot de toi, surtout que... Et puis, tu n'as pas réagi. En fait, tu as déposé un truc, et puis tu es parti. Non, mais parce que déjà, j'ai quand même ce droit de réserve, ce devoir de réserve. Ça, c'est de 1, mais de 2... vous savez, je le dis toujours sur ma page, une autorité ne parle pas n'importe comment. D'accord. Ça, je le répète tout le temps. Et aussi, si ça ne me concerne pas, les gens qui me connaissent savent que si ça ne me concerne pas, je ne parle pas. Donc, ils devraient se dire que si elle n'a pas parlé, c'est que ça ne la concerne pas. Pourquoi ça ne me concerne pas? Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la Direction générale des arts et des industries culturelles, qu'on abrège souvent en disant la DGEC, dans nos textes,
on n'a pas à organiser des spectacles. Oui. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'ai été sollicitée par la hiérarchie pour m'occuper de ça, dès le départ, j'ai dit, OK, on peut faire une proposition sur les artistes ou quoi que ce soit, mais moi, je vais faire un cahier de charges. Parce que, normalement, nos textes ne nous disent pas d'organiser des spectacles. Par contre, nos textes nous disent qu'on peut coordonner, etc. C'est-à-dire qu'on organise les événements statutaires qui ont des décrets. La fête des cultures, c'est statutaire. Donc, il y a un décret, on est censé se pencher dessus. Et quand on se penche dessus, on fait ce qu'on appelle un comité d'organisation. L'autre événement qui est statutaire, c'est Miss Gabon. D'accord. Il y a un décret sur ça. OK ? On n'est pas censé organiser Miss Gabon, mais c'est nous qui choisissons l'organisateur de Miss Gabon. C'est écrit dans le décret. La fête de la musique, c'est statutaire. Est-ce que vous voyez? Oui, je comprends. Donc, normalement, la DGEC est censée se pencher sur les événements avec un décret. Tant qu'il n'y a pas de décret, on n'est pas censé organiser ou mettre en place un comité d'organisation pour ces événements-là. Maintenant, lorsqu'il y a quelque chose qui est décidé par la tutelle, qu'on va faire ça, soutenu par peut-être la présidence, à ce moment-là, il y a arrêté. À ce moment, il y a un arrêté qui définit comment on va l'organiser, donc comité d'organisation, etc., etc. Donc, moi, quand j'ai été sollicitée, j'ai dit, voici les textes. Les textes disent qu'il faut qu'on fasse appel à des sociétés d'événementiel ou d'ingénierie culturelle. Et moi, vu le temps qu'il y a, je propose quand même que je vais prendre un ou deux qui vont nous faire une proposition. Et comme ils vont nous faire une proposition, je fais un cahier de charges. Donc moi, je l'ai fait. Et puis, arrivé à un niveau, il y a eu une sorte d'implication du cabinet. Et je me suis dit, ils ont raison, parce qu'ils peuvent aussi faire l'événement. Et donc, moi, pour ma part, je dis, voici la part de la DGEC qu'on a fait, mais on ne peut pas faire plus, parce que nos textes nous empêchent de faire plus sans des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, vu que on a fait notre part, nous on s'arrête là. Et donc on s'est arrêté. En si peu de temps, tu es devenu professionnel comme ça, de l'administration. Je suis numéro 10. L'administration, c'est la sorcellerie. Elle est produit. Tu connais l'administration. Je suis numéro 10. Tu n'as pas encore vu le vampire, il faut aller dans l'administration. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on a essayé de respecter les textes. C'est pour cela qu'à un niveau, c'est le cabinet qui a pris le relais. C'est comme vous l'avez vu, les conseillers, c'est eux qui ont pris le relais parce que nous, on s'est dit, on va rester un peu dans nos textes. Et c'est pour cela que lorsque j'ai entendu sur un plateau que le désordre venait de la DGEC, j'ai suivi ça. Mais bon, on ne va pas revenir dessus. Je voulais un peu. Tu as parlé aussi de Miss Gabon. Est-ce que vous allez vous pencher dessus? Quoi, tu veux être Miss? Non, mais... Non, c'est-à-dire qu'on a vu, effectivement, on a vu certains, spécialement quelqu'un s'exprimer sur les réseaux sociaux, créer une page et dire qu'elle allait faire Miss Gabon. Oui. Moi, je comprends l'initiative, je comprends certainement, mais comme je l'ai dit, il est important pour lui de se rapprocher de la tutelle parce qu'il y a vraiment un décret. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de décret, j'aurais compris. Mais il y a vraiment un décret qui institue l'organisation de Miss Gabon, qui dit comment ça doit être organisé et que c'est quand même le ministère de tutelle qui doit choisir l'organisateur. Ah d'accord, parce que la personne disait qu'un privé a le droit d'organiser Miss Gabon. Non. C'est-à-dire que quand on dit un privé a le droit d'organiser, il faut s'appuyer sur les textes. Si les textes existent, il y a vraiment un décret. Si un décret dit que c'est comme ça, tu n'es pas au-dessus de la loi. Je vois que tu entames une démarche très pédagogique. Hein, bien sûr. C'est pour cela qu'on vient un peu, on essaie de... Vous savez, moi je pars du principe qu'avant de taper, il faut expliquer. Oui. Et tant qu'on n'a pas expliqué, on ne peut pas dire oh, non, il a mal fait. Il faut qu'on explique d'abord, et c'est ce que je fais un peu dans les médias. J'explique finalement qu'est-ce que nous on fait, la Direction générale des arts et des industries culturelles. C'est quoi notre rôle, qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qu'on n'est pas censé faire. Et j'ai la faveur, la bénédiction d'être un DG plutôt populaire. Donc, en tant que DG populaire, j'use de ma popularité pour avoir beaucoup de pédagogie, pour expliquer aux gens. Nous sommes ouverts pour vous aider. S'il vous plaît, suivez les procédures. Mais la position que tu avais dans le domaine de la culture sur le plan national et à l'international, maintenant que tu es entré dans l'administration, tu as laissé une personne à la place pour continuer le travail? Parce qu'on va toujours te solliciter, mais tu auras aussi d'autres occupations. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai la chance, la grâce, et je pense que c'est pour ça que
C'est pour ça que le président m'a choisi, c'est d'être multicasquette. Et je pense qu'il est conscient que je suis multicasquette. Parce qu'on m'a appelé de l'international, on m'a dit que Magali Ouattara est ministre. J'ai dit que non, j'ai dit que non. Oh, mais ta frangine là, oui, laquelle? Oh, mais ta frangine, tu as une frangine, non, elle est maintenant ministre. Là. Il prophétise ou quoi? Oui, ministre de la Non, mais il Culture, ne connaissait pas. délégation, Et puis, oui. c'est pas un francophone, tu D'accord, vois. Il essayait d'accord. de. Il savait pas. Je lui ai dit non, elle n'est pas ministre. Elle est directrice générale. Ah, mais c'est bien. Elle fait du bon boulot et tout ça. Vous avez travaillé dans un projet au Maroc ou je sais plus trop quoi. Oui. Ouais, Magali, tu est-ce que les artistes peuvent faire des propositions au ministère ou bien Non. ils doivent attendre simplement que vous puissiez travailler Non. et subir? Non. Non, Oh, c'est mais important. est-ce que c'est- Non, c'est important que les artistes nous fassent des propositions. Hein? Moi, Magali. Non, c'est important que les artistes nous fassent des propositions. D'ailleurs, depuis 2 semaines, je vais sur le terrain parce qu'il y a aussi une réalité. C'est que comme vous savez, quand on est dans l'administration, on reste facilement, on prend plaisir à nos bureaux et on ne va pas sur le terrain. Et donc, depuis la semaine dernière, j'ai entamé avec les directeurs de chaque discipline une visite chez des opérateurs. La semaine dernière, par exemple, on était aux galeries éphémères et il y a une galerie aussi au restaurant Lodica. Donc, on fait un peu des visites impromptues comme ça, sans prévenir, ou on prévient, mais pour voir finalement quelle est leur réalité de terrain, de ces galeries d'art. Ce mercredi, on était aux éditions de Sam, à Nzenga Young, et ils font un travail mais formidable pour tout ce qui est du livre. Donc, ça nous permet finalement de voir quelles sont leurs réalités. Et ce que je leur disais à Madame Sam, c'est que on vient sur le terrain parce que finalement, on décide sur un papier dans nos bureaux et on décide sans connaître vos réalités. Alors qu'en venant dans vos lieux de travail, on finit par décider en étant en réalité en phase avec ce que vous vivez. Et donc, c'est important que les artistes nous fassent des propositions. Est-ce qu'on va prendre toutes les propositions? Non. Mais est-ce qu'on va quand même en tenir? Oui, parce qu'au final, on est là pour travailler pour eux. Au final, ils n'ont pas à quémander qu'on s'occupe d'eux. Ouais. On est là pour s'occuper d'eux. Donc, si on est là pour s'occuper d'eux, ils peuvent faire des propositions, mais en sachant qu'on va décider pour leur bien. Parce que les artistes ont tendance à venir à demander juste pour quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire qu'ils veulent un concert, ils veulent un événement pour pouvoir manger juste les 3 prochains mois, avoir quelque chose qui va les faire tenir les 3 prochains mois. Alors que la démarche qui est la mienne, c'est de mettre en place toute une structuration qui leur permette de vivre, eux et leur famille, pas juste quelques mois, mais des années durant. Merci Magali Ouattara. C'était un réel plaisir de te recevoir ce matin dans le Da Fresh Morning. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.